Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à parler des manifestations cutanées et des infections systémiques. Bon, j'ai le plaisir de vous présenter l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, que connaît bien Olivier, peut-être comme on le verra demain matin d'ailleurs. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt lié à cette présentation, et j'en profite pour remercier les complices dermatologues et infectiologues à qui j'ai emprunté certaines diapositives. Alors, ce n'est pas un sujet évident, signes cutanés des infections systémiques, parce que par où on prend? Est-ce qu'on prend par les signes cutanés ou est-ce qu'on prend par les infections systémiques? Dans les deux cas, ça peut être particulièrement long. Alors une autre possibilité, c'est de le prendre par le biais de la physiopathologie. Il y a des manifestations qui relèvent d'un phénomène allergique, d'autres d'un phénomène cytokinique, d'autres d'une porte d'entrée, d'autres d'un phénomène métastatique septique, d'autres d'un phénomène toxinique. Mais c'est assez compliqué parce que tous ces différents mécanismes physiopathologiques peuvent être associés au cours d'une même infection. Donc dans un premier temps, j'ai pris le parti de commencer par les infections que je vais vous faire les unes après les autres, évidemment. Et donc je commence par le streptocoque. Et voilà toutes les manifestations qui ont été observées avec le streptocoque. Donc je vous passe l'énumération de tout ceci. Je vous fais juste un petit quart d'heure d'histoire de la médecine pour vous montrer un faux Panary d'Osler au cours d'une endocardite à streptocoque, publication 1909. Et puis voilà les placards palmo-plantaires, bon ici sont plantaires de Janoué, publication 1899. Voici un patient qui avait été observé il y a plusieurs années à la Pitié qui présente deux manifestations liées à l'infection par streptocoque. D'une part, un ectyma bactérien streptococcique qui va être la porte d'entrée de l'infection avec une septicémie. On va isoler le germe dans les hémocultures et il a des manifestations de vascularite liées à cette infection streptococcique. Et puis ici, une desquamation post-éruptive dite en doigt de gant qu'on peut observer au cours de manifestations toxiniques des streptococci, des staphylococci, mais aussi d'autres maladies infectieuses dermatologiques. Autre exemple, par exemple, même la fièvre Q, auquel on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'il y ait des manifestations cutanées, en tout cas, ce n'est pas très classique. Et bien voilà, selon Didier Raoult, qui en a certainement vu beaucoup, exanthème maculopapuleux, érythème noueux, urticaire point d'interrogation, vascularite, livédo dans le cadre d'un syndrome des antiphospholipides. Donc vous comprenez bien qu'en prenant toutes ces infections les unes après les autres, on y est encore demain matin. Donc j'ai choisi une autre approche qui est de partir du signe et de partir du syndrome. Et donc arbitrairement, j'ai sélectionné 5 signes, 5 syndromes, purpura, exanthème, urticaire aigu, chancre et métastase cutanée septique. Alors je commence par le purpura, auquel on reconnaît 3 grands mécanismes physiopathologiques, qui d'ailleurs là aussi peuvent être imbriqués les uns avec les autres, le purpura thrombopénique, le purpura vasculitique, le purpura thrombotique. D'emblée, ce qu'il faut retenir, c'est le danger du méningocoque. Donc ici, vous avez un patient qui a une méningite à méningocoque, sans purpura fulminans, avec uniquement du purpura, comme on peut en voir au cours de diverses infections, dont le méningocoque. Bon, bien évidemment, vous savez tous que ce qui est dangereux dans le purpura, c'est quand il est fébrile, douloureux, extensif et nécrotique. Et je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler la définition du purpura fulminans. Je ne suis pas convaincu qu'elle soit connue dans toutes les strates de la population médicale, mais j'imagine qu'elle est bien connue chez vous. Alors là, ce qui est très important, je pense, à retenir, c'est qu'on peut isoler le germe à partir d'une lésion cutanée purpurique. Et ça, je crois que c'est un des principaux éléments à retenir de cette présentation. Les résultats de l'examen direct sont disponibles en moins d'une heure. Faut-il encore que le laboratoire de bactériologie fasse des examens directs? Mais fort heureusement, certains réanimateurs ont encore la culture de l'examen direct. Et ça, c'est une fort bonne chose, je pense, puisque les microbiologistes sont malheureusement plus passés à la PCR qu'à l'examen direct. Donc vous pouvez mettre en évidence le méningocoque et même plusieurs heures après l'administration d'un antibiotique, vous pouvez mettre évidemment le germe en évidence par PCR. Alors un concept à l'opposé du purpura fulminans méningococcique, vous avez la méningococcémie chronique. Et probablement que tout ça est conditionné par votre patrimoine génétique.
C'est des évolutions prolongées depuis plus d'une semaine, sans manifestation neurologique, et vous avez une triade avec une fièvre intermittente prolongée, une éruption fugace pustuleuse purpuro-nécrotique et des manifestations oligoarthrites, des grosses articulations. Le principal diagnostic différentiel, c'est la gonococcémie. Alors les infections avec purpura, donc elles peuvent être bactériennes, elles peuvent éventuellement être virales dans un autre contexte. Donc bien évidemment les méningococcies, mais aussi les gonococcémies, certaines rickettsioses, certaines maladies d'inoculation, avériliose, pseudococcus, streptobacillose, les leptospiroses et en fait probablement n'importe quelle autre bactérie, hein, même si les plus fréquentes sont là. Dans le cadre d'infections virales, bien évidemment une infection virale avec purpura, vous devez immédiatement penser à une fièvre hémorragique virale. En sachant que vous n'en verrez probablement jamais, à part et que si vous en voyez une, il y a de fortes chances que ça soit une dengue hémorragique au retour de voyage. Mais bon, bien évidemment, on pensera à Ebola, zoonose. Éventuellement, n'oubliez surtout pas les primo-infections herpétiques, par exemple chez la femme enceinte, qui peuvent revêtir des formes particulièrement dramatiques, certaines entéroviroses, l'infection par le VIH. Alors, un dénominateur commun évolutif de ces différentes purpura fulminans, eh bien, c'est ce qu'on appelle le syndrome de gangrène aiguë symétrique des extrémités, qui est une véritable catastrophe, puisque ça débouche sur des amputations. Alors, on connaît ça bien avec le méningocoque, mais en fait, ça a été décrit dans d'autres maladies, hein, pneumocoque, différents streptocoques, staphylocoque doré, hémophilus, entérobactéries, des rickettsioses, et même le paludisme, hein, qui, comme vous savez, est une infection parasitaire. Alors voici un exemple, ici c'est au stade prénécrotique et ici évidemment c'est au stade nécrotique et à ce stade-là malheureusement ça débouche sur une amputation distale. Alors un petit mot des fièvres hémorragiques virales. En pleine épidémie d'Ebola, c'est quand même difficile de faire l'impasse sur les fièvres hémorragiques virales. Ça peut être soit lié à des arboviroses, soit lié à des zoonoses, dont type même est Ebola. Et le problème qu'on se pose toujours, c'est celui de l'isolement et celui de la contagiosité, qui est quelque chose sur lequel il ne faut surtout pas faire l'impasse. Ça c'est pour vous rappeler qu'Ebola, on en parle depuis très longtemps, puisque ça c'était le film Ebola. Et donc, en ce qui concerne les viroses avec manifestation hémorragique, la plus fréquente dans le monde, c'est la dengue, hein, de très loin devant. Et c'est celle qui tue le plus. Et c'est celle dont on parle le moins en France. Le chikungunya, il y a très peu de manifestations hémorragiques en fait. La fièvre jaune, évidemment, c'est un grand classique. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo est la seule arbovirose qui est dotée d'un potentiel de transmission au personnel soignant. Donc, il ne faut pas la rater. La fièvre hémorragique de la vallée du Rift. Et puis côté zoonose, vous avez des arénaviroses, la SAGE-1, des filoviroses, dont Ebola, Marburg, et des hantaviroses, par exemple les fièvres hémorragiques avec syndrome rénal. Et si on fait attention aux transmissions au personnel soignant, eh bien les maladies auxquelles il faut faire attention, c'est Lassa, Ebola, Marburg et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Et en termes de fréquence, il faut que vous sachiez qu'il n'y a qu'une seule de ces maladies qui a été décrite en France en importation au cours des 30 dernières années. Laquelle? La fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Un malade qui est arrivé à Rennes il y a à peu près une vingtaine d'années, en provenance du Sénégal, c'est une femme d'ailleurs, et qui avait une fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Le diagnostic a été fait par l'interne, comme quoi il était particulièrement bien formé. En tout cas, c'est lui qui a pensé au diagnostic. Alors les arboviroses, l'incubation est courte, inférieure à 10 jours, le début brutal, il y a un syndrome pseudo-grippal, vous avez 3 types de syndromes qui peuvent être associés ou de manifestations symptomatiques, méningoencéphalite, hépatite, exanthème, selon le type d'arbovirose et tout ça peut s'associer. Je passe. Ici vous avez une dengue avec un exanthème purpurique au niveau des extrémités avec des lacs cutanés de peau saine très caractéristiques de la dengue, mais qu'on peut voir également dans le chikungunya. Donc sur l'aspect de l'exanthème, c'est difficile de distinguer les deux. Alors, dernière cause de purpura, les vascularites. Donc on peut voir ça au cours d'infections bactériennes, d'infections mycobactériennes, d'infections virales, hein, cryoglobulinémie, hépatite C, PAN et HBV, et certaines parasitoses, hein, trichinellose invasive, schistosomose invasive notamment. Voici un aspect de vascularite au cours d'une hépatite C avec cryoglobulinémie. En ce qui concerne les exanthèmes maintenant,
Alors, il y a 3 causes classiques, hein, la rougeole, la rubéole, la varicelle, la scarlatine. 4 causes classiques auxquelles il faut rajouter l'exanthème subi au roséole infantile, le mégalérythème épidémique, et en fait la liste est très importante. Alors vous savez qu'on a été confronté à une épidémie de rougeole ces dernières années, et ici vous avez un exanthème morbilliforme qui est absolument typique, hein, avec une confluence, parce qu'il est maculo-papuleux et parce que les lésions confluent en larges plaques, notamment au niveau de l'extrémité supérieure du corps. On a réappris la rougeole, mais on avait complètement oublié la rougeole, hein, je peux vous dire, puisque j'ai vu des magnifiques cas de rougeole chez le personnel soignant qui n'étaient non seulement pas vaccinés, mais qui en plus n'avaient pas pensé à se protéger de la transmission respiratoire de la rougeole. Ici, vous avez une rubéole, hein, assez caractéristique, si on peut dire. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un exanthème puisse être caractéristique d'une étiologie ou d'une autre, sauf dans certains cas où c'est vraiment typique. Dans cette série italienne, vous avez les exanthèmes atypiques, c'est-à-dire ils avaient éliminé les exanthèmes soi-disant typiques de certaines maladies. Et vous voyez les étiologies qui ont été trouvées dans environ 2/3 des cas, ce qui veut dire que dans environ d'un tiers des cas, l'étiologie est indéterminée. Et les principales étiologies, c'est toxidermie, infection virale, infection bactérienne, infection parasitaire. Et parmi ces infections virales, eh bien, vous voyez que la liste est vraiment très importante, hein, mononucléose infectieuse, primo-infection CMV, parvovirus, etc., strepto, staph, etc., toxoplasmose. Donc on a un éventail de diverses maladies. Je passe un peu rapidement parce que j'ai trop de diapos. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les exanthèmes infectieux, une fois que vous avez éliminé une toxidermie, sont avant tout virales, et selon l'aspect de la lésion élémentaire dermatologique, maculopapule, ou si vous avez déjà des vésiculopustules, eh bien ça oriente éventuellement le diagnostic vers certains virus. Ce qu'il ne faut surtout pas rater, c'est la primo-infection VIH, surtout à ne pas rater, parce que ces patients sont très contagieux, et par exemple au Québec, 50% des primo-infections virales sont le fait de patients qui étaient en primo-infection VIH, hein, donc ces malades sont particulièrement contagieux. La rougeole, à ne surtout pas rater non plus parce que ça peut avoir des conséquences épidémiques, et puis non plus les arboviroses dites autochtonisables, c'est-à-dire celles qui nous menacent demain, notamment dans le midi de la France et même plus haut vers le nord, partout où il y a Aedes albopictus qui transmet, je vous rappelle, potentiellement le chikungunya et éventuellement la dengue. Bon, on peut voir également, il faut garder en mémoire les herpès viroses et les infections AVZV parce que vous avez un traitement approprié. Et quant à la variole, je la qualifie de Georges-Bouchisme puisque c'est une maladie aujourd'hui disparue. Ici, vous avez une primo-infection c'est une primo-infection VIH, principal diagnostic différentiel, la syphilis. Mais bon, en termes de gravité, même si ce n'est pas le plus fréquent, ce à quoi il faut faire attention, c'est les coques gram-positifs. Parce que ça, quand vous avez un exanthème au cours d'une infection à streptocoque ou une infection à staphylocoque, ça va rapidement engager le pronostic vital. Donc vous avez la staphylococcus exfoliante, hein, à minima responsable de l'impétigo bulleux, mais à maxima responsable d'une exfoliation diffuse avec des bulles superficielles. Sur le plan biologique, je vous rappelle que c'est lié à une exfoliatine, mais ça ne concerne que 5% des infections à staph. Et éventuellement, l'histologie est importante, puisque le diagnostic différentiel principal en est la nécrolyse épidermique toxique. Donc ici, vous avez une arthrite du genou à staphylocoque doré secrétaire d'exfoliatine, et vous voyez qu'effectivement, on a une exfoliation que vous voyez très bien ici à la périphérie de la lésion, avec cette marée montante de décollement cutané. Alors le syndrome de choc toxique staphylococcique, lui, il est lié à une exotoxine, mais je vais passer assez rapidement, je pense que vous connaissez tous très bien. C'est un exanthème maculeux diffus. En voici, alors ça c'est un exemple à minima, et puis ça c'est la langue framboisée que l'on peut parfois observer. À l'opposé, vous avez le syndrome de choc toxique streptococcique. Donc je vais passer assez rapidement aussi parce que je pense que vous connaissez tous très bien également. Ce sont des équivalents de scarlatine. Hein. Voici un exemple, voici un autre exemple.
Un petit mot, alors je suis content que ce problème ait été évoqué par notre collègue marocain, parce qu'effectivement, il a tout à fait raison. Hein, quand on voit un patient avec une streptococcie, eh bien, il faut penser aux gens de l'entourage. Et ça, c'est tout à fait typique. Hein. Vous voyez qu'ici, il y a une femme qui a un érysipèle. Ici, l'homme, son mari a un choc septique. Là, c'est une périaortite à streptocoque. Là, c'est un portage asymptomatique. Là, c'est une angine. Et là, c'est un portage asymptomatique. Et là, vous avez vraiment le spectre des différentes infections à streptocoque, et probablement que l'immunosénescence joue un rôle délétère, évidemment, mais qu'il y a certainement des choses aussi qui relèvent de votre patrimoine génétique, qui est un domaine un peu négligé pour le moment de l'approche des maladies infectieuses. Donc ce qui est important pour vous, c'est de connaître les différences entre toxic strep syndrome et toxic staph syndrome. Il y a des signes communs, hein, c'est une atteinte multiviscérale, fièvre, hypotension, myalgie, hépatite, diarrhée, vomissement, insuffisance rénale, anomalie hématologique. C'est un exanthème diffus avec atteinte muqueuse, conjonctivale et desquamation palmoplantaire, mais qui est retardée, hein, que vous n'avez pas au début. Les différences, en fait, elles se jouent à la marge. Hein, c'est au niveau de la porte d'entrée, au niveau du diagnostic et au niveau du pronostic. Alors, au niveau de la porte d'entrée, elle est cutanée dans les infections à streptocoque, en général, avec les fascites nécrosantes dont a parlé Olivier tout à l'heure. Et par contre, il y a plutôt des portes d'entrée muqueuses dans les staphes associées aux manifestations toxiniques. Les hémocultures sont positives dans 50% des toxic strep syndrome, mais dans 15% des toxic staph syndrome. Et le taux de mortalité est beaucoup plus élevé dans les toxic strep syndrome que dans les toxic staph syndrome. C'est de l'ordre de 50% versus 10-20%. En gros. Alors les exanthèmes bactériens, donc effectivement il faut se garder des coques gram-positifs parce que ça nécessite un traitement urgent bactéricide puissant, donc streptostaph, mais il y a d'autres bactéries qui peuvent donner des exanthèmes, leptospirose, syphilis, etc. Alors voici par exemple un exanthème au cours de la syphilis avec un signe très caractéristique de la syphilis secondaire, en tout cas sur certains terrains, que je vous passe. Ici, vous avez une leptospirose chez une patiente au retour de voyage. Ça peut donner des exanthèmes dans environ 10% des cas. Historiquement, on disait que c'était des exanthèmes orangés parce qu'ils ont un ictère. Donc, comme rouge plus jaune, ça fait orange. Donc, pour ça qu'on appelait orangé. Ceci étant, j'ai jamais vu d'exanthème orangé, malheureusement. Alors, érythème polymorphe ou ex-Steven Johnson, origine infectieuse, je ne sais plus tout à fait comment il faut dire. Donc, ça a été décrit avec Mycoplasma pneumoniae, c'est le plus classique. À l'époque, on appelait ça des Steven Johnson. Puis, ça a été décrit avec Chlamydia pneumoniae, on appelle ça des érythèmes polymorphes majeurs. Et puis, ça a été décrit, vous voyez, avec d'autres bactéries, Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus influenzae. Alors, vous pouvez voir aussi des exanthèmes au cours des parasitoses, et notamment la toxoplasmose aiguë. Vous avez des exanthèmes dans 10% des cas. La trypanosomose africaine, on n'en voit quasiment plus, mais autrefois on en voyait encore un petit peu, avec les trypanides. La trichinellose également, où la sémiologie cutanée est très polymorphe. Alors l'urticaire aigu, défini par des papules œdémateuses prurigineuses plus ou moins labiles, plus ou moins mobiles, il faut tout de suite penser à une parasitose, même si je crois que les étiologies restent en grande partie inconnues, même encore au jour d'aujourd'hui. Et en matière de parasitose, en général, vous avez un dénominateur commun qui est l'hyperéosinophilie. Donc devant une urticaire aiguë, toujours faire une numération formule sanguine, rechercher l'éosinophile, et globalement, soit vous êtes en phase invasive d'une helminthose, soit vous êtes en impasse parasitaire. En phase invasive, vous avez les dystomatoses, les schistosomoses, c'est probablement la principale cause d'urticaire aiguë au retour de voyage, trichinellose, ascaridose, mais bon, ça a même été observé au cours d'ankylostomose invasive ou même d'angululose invasive. Enfin, en tout cas de la phase d'invasion des anguillules. Attention, on n'est pas dans le angululose disséminé. C'est également observé au cours d'impasse parasitaire, gnatostomose, anisakidose, on ne dit plus anisakiase, toxocarose, et puis qui n'est pas vraiment une impasse parasitaire, mais au cours des idatidoses, vous pouvez avoir des urticaires et même des tableaux anaphylactoïdes en cas d'idatidose fissuraire. Et là, dans ce cadre-là, on est dans une grande urgence médico-chirurgicale. Alors voici par exemple un patient observé au retour de voyage avec une urticaire et ce patient va révéler une bilharziose invasive avec vascularite cutanée. Ici vous avez des hémorragies sous-inguéales en flamèche, très bon signe de vascularite, et figurez-vous qu'il avait exactement la même chose au niveau du cerveau. Et donc, vous pouvez avoir un pronostic vital engagé du fait de cette vascularite éosinophilienne.
Alors, le chancre, eh bien, c'est important en maladie infectieuse, hein, souvent la porte d'entrée d'une maladie. Ça peut se présenter sous forme de taches noires, de croûtes, d'escarres, d'ulcérations. On peut voir ça dans les maladies d'inoculation, où vous pouvez avoir d'ailleurs un télescopage entre les phases primaires et les phases secondaires, principalement des maladies bactériennes, rickettsiose, syphilis, maladie de Lyme, sodoku, mais aussi des maladies parasitaires, trypanosomose est et ouest africaine. Ici, vous avez un escarre d'inoculation, enfin une tache noire, hein, qui est au cours d'une rickettsiose à Rickettsia conori, ou fièvre boutonneuse méditerranéenne. Ici, vous avez une syphilis secondaire, moins caractéristique que celle que je vous ai montrée précédemment parce que c'est au stade dit de première floraison, qui est en fait le stade de la roséole, qui est donc à la limite de la visibilité, comme vous pouvez le voir ici, et puis avec le chancre qui là était labial parce qu'il s'était contaminé par fellation, qui est un des principaux modes de contamination chez les patients qu'on voit infectés par le VIH. On en voit quand même beaucoup dans le service. Ici, vous avez un érythéma migrans caractéristique de la maladie de Lyme. On voit même encore la trace de la piqûre de tique. Et il faut que vous sachiez que très rapidement, vous avez une diffusion septicémique de Borrelia burgdorferi, avec dès ce stade-là, vous pouvez avoir des manifestations systémiques, même si vous n'avez pas de focalisation encore articulaire ou neurologique. Ça, c'est un patient, c'est un chancre d'inoculation aussi encore, mais très particulier, qui a un chancre d'inoculation de trypanosomose africaine, à Trypanosoma brucei gambiense, c'est-à-dire de trypanosomose ouest africaine. Et ce patient était particulièrement grave, très fébrile, dont vous avez là aussi un télescopage de la phase primaire, enfin si je peux dire la phase d'inoculation et de la phase de dissémination septicémique. Enfin, dernier cadre, les métastases septiques cutanées, alors, dont la présentation clinique peut être très polymorphe, hein, vésicules, pustules, bulles, papules, nodules, abcès, ectyma gangréneux. On peut voir ça au cours de maladies virales, le zona, l'époxvirose, bactérienne, les mycobactéries aussi, la tuberculose, certaines infections à champignons, notamment chez l'immunodéprimé, dont on voit de plus en plus. Alors, un exemple caractéristique de ces manifestations septicémiques, c'est la gonococcémie. Vous avez la triade classique, éruption cutanée, ténosynovite, arthralgie. Ça, c'est l'expérience française, puisqu'on revoit des septicémies à gonocoque. Hein, soyez extrêmement prudents. C'est une maladie qu'on a tous oubliée, mais qu'on revoit. Ça, c'est notre expérience avec celle d'autres collègues France. C'est une étude multicentrique rétrospective. Bon, il n'y en a pas tant que ça, des malades. Il y en a 21 cas sur 3 ans, mais malheureusement, c'est une maladie qui peut donner des catastrophes. Hein. Vous voyez qu'une de ces patientes avait une endocardite. Hein, ça s'est terminé. On va revoir les vieilles complications des gonocoques que vous avez complètement oublié, endocardite, méningite et autres. Bon, là, vous voyez que les manifestations articulaires, 66%, hein, des ténosynovites, 33%, et les pustules cutanées, 19%. Voilà les manifestations pustuleuses qu'on peut voir chez ces patients avec gonococcémie, hein, qui sont des pustules localisées au niveau des extrémités avec érosion puis croûte. Ici, vous avez un abcès, mais c'est un abcès froid. C'est en fait une gomme, par définition, parce que c'est un abcès froid métastatique au cours d'une tuberculose. C'est un patient qui avait tout simplement une tuberculose pulmonaire, avec une unique lésion cutanée, qui était cet abcès froid dans lequel on a sorti Mycobacterium tuberculosis en même temps que dans le poumon. Mais autant sa manifestation pulmonaire était peu symptomatique, autant sa manifestation cutanée permet de révéler la maladie. Alors ça, c'est aussi, ce patient, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était une syphilis secondaire. Je disais même à mes experts, regardez la magnifique collerette de Biette. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Et en fait, eh ben non, c'était pas une syphilis secondaire. C'était une miliaire aiguë tuberculeuse, qui est une forme rarissime de tuberculose disséminée, particulièrement rare, mais particulièrement grave également. Et on a trouvé les Mycobacterium tuberculosis dans les lésions cutanées par biopsie cutanée. Bien évidemment, c'est des formes disséminées de tuberculose. Bon, ici, vous avez une varicelle un peu floue, mais c'est juste pour vous montrer que les lésions vésiculo-pustuleuses peuvent survenir, enfin vésiculeuses puis pustuleuses, peuvent survenir sur une base érythémateuse, maculo-papuleuse.
Alors ici, c'est à la limite, c'est pas assez visible, mais vous avez très peu de lésions. Vous voyez, vous avez une dizaine de lésions maculo-papuleuses ici, et en fait, ce sont les taches rosées lenticulaires de la typhoïde. Au cours de la typhoïde, septicémie, vous avez 10% de manifestations cutanées à type de taches rosées lenticulaires. Vous avez aussi une autre manifestation muqueuse qui est l'angine de Duguay, pas Alexandre Duguay, un autre. Et enfin, pour finir, les agents pathogènes cause d'ectyma et d'ectina gangrenosum, eh bien vous voyez que c'est une entité dermatologique très particulière. En général, c'est associé au Pseudomonas aeruginosa, à l'Escherichia coli ou à Candida albicans, mais vous voyez qu'en fait, vous avez de multiples agents pathogènes qui ont été décrits au cours de cette maladie. Pour conclure, parfait timing finalement, merci. Je crois que la chose fondamentale à retenir pour vous, c'est que l'agent pathogène doit être isolé à partir d'une lésion cutanée. C'est très vrai pour la porte d'entrée, c'est très vrai également pour les localisations septiques cutanées secondaires, valeur de l'examen direct, valeur de la culture, valeur de la PCR. Deuxième message, rappelez-vous que certaines de ces maladies peuvent être prévenues par la vaccination, et c'est vrai également pour le personnel soignant. J'ai vu trop de rougeole chez des personnels soignants. Je vous le dis franchement, la deuxième vaccination contre la rougeole est absolument fondamentale. Donc rougeole, infection invasive à méningocoque, on peut même se vacciner contre la leptospirose, mais bon, je vous rassure, vous n'êtes pas à risque. Et enfin, certaines de ces infections sont très contagieuses, ça c'est un message fondamental. Le streptocoque, on en a discuté tout à l'heure, voilà, mais rappelez-vous les Ebola et certaines fièvres hémorragiques virales, et rappelez-vous la rougeole. Voilà, pour finir sur une image un peu plus poétique, je vous remercie de votre attention.